Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 80e épisode d'une semaine en comics, dans lequel on va donc parler des différentes sorties de cette semaine. Alors je vais devoir aller assez vite parce qu'il y a quand même eu un joli paquet de sorties cette semaine, mais je sais déjà qu'on va sans doute pas faire en dessous de la demi-heure, mais voilà, on va commencer tout de suite avec Blasphemous, le nouveau Mirka Andolfo, paru chez Glénat. Alors, déjà, première chose, si vous avez vu passer le visuel de ce titre, vous devez être en train de vous dire « Tiens, c'est bizarre, ça ressemble pas à ça ». Alors, en fait, la couverture, c'est bien celle-là. Ça, c'est une jaquette qui vous est offerte dans les librairies Mummy. Et en plus, surprise, chaque jaquette est dédicacée par Mirka Andolfo. Alors, voilà, c'est quand même assez cool. L'illustration, en plus, est vraiment chouette. Alors, petite précision quand même, c'est pas un dessin de Mirka Andolfo, c'est du Artgerm. En fait, c'est une des variantes cover du numéro 1 en VO. Et, tiens d'ailleurs, au passage, c'est dommage que Glénat ait pas mis dans les bonus en fin d'album les nombreuses variantes covers qui ont été réalisées pour la série, parce qu'il y en a vraiment de très chouettes. Et là, en fait, on a juste les covers signés Mirka Andolfo, plus, avant ça, quelques croquis préparatoires. Alors, de quoi ça parle Blasphemous ? Ça parle d'une pop star, une pop star qui s'appelle Clélia, et qui est adulée par le monde entier, et qui en fait est la figure de proue d'une église qui s'appelle l'Ordre de la Nouvelle Église du Triple Crucifix, mais que tout le monde appelle l'Ordre pour faire plus court, et qui est née 20 ans plus tôt d'un schisme au sein de l'Église catholique. Et l'Ordre, c'est une église qui a tout misé sur les moyens de communication modernes, qui a embauché des influenceurs, qui produit des artistes, des émissions de télé-réalité, et qui fait la promo de tout un tas de merchandising, et tout ça à destination, évidemment, en priorité, du jeune public. Et donc, Clélia, c'est la star qui est mise en avant par l'Ordre, et chacune de ses apparitions est attendue par des millions de fans, attendue comme le Messie, j'oserais dire, et pour le coup, c'est littéralement le cas, parce que, en plus de chanter divinement bien, évidemment, Clélia a la capacité de faire des miracles, et d'ailleurs c'est ce qu'on découvre ici dans les premières pages du récit. Alors, est-ce que c'est juste une arnaque à l'attention d'un public crédule, ou bien est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel dans tout ça ? Alors, ça aussi, on va l'apprendre assez vite, c'est que l'Ordre s'appuie effectivement sur une puissance extraordinaire, est présentée comme divine, sauf que la puissance en question, elle est probablement pas exactement telle qu'elle se présente. Ça, c'est pour le cadre. Et donc, on va suivre plus précisément le parcours de Clélia, adulée par les foules, poussé par son appelons ça son management, ou son autorité de tutelle, et assez vite là aussi, on va se rendre compte que malgré toute la vénération que lui porte son public, et là on est vraiment dans la vénération au sens fort du terme, en fait ça va pas si fort que ça pour elle. On découvre qu'en fait, c'est quelqu'un de très fragile et qui est même au bord de craquer à tout instant. Et la situation, elle va évoluer avec l'introduction de deux personnages. Alors,
Dans un premier temps, il y a l'arrivée d'une jeune psy qui s'appelle Dorothy Blaze et qui va être chargée d'aider Clélia à se reconstruire et à se protéger. Et puis, un peu plus tard, on va aussi assister à l'essor d'une nouvelle pop star qui va venir remettre en question le statut d'icône de Clélia et qui va plus largement menacer le pouvoir de l'ordre. Et on a en gros ici les principaux éléments du récit. Alors, il y a d'autres éléments évidemment, et en particulier tout ce qui se joue dans les coulisses en matière de pouvoir. Mais on n'est pas là pour tout spoiler non plus. Mais voilà, le fait est que Mirka Andolfo, elle brasse ici pas mal de thèmes. Alors, en premier lieu, la religion et son pouvoir sur les foules. La religion qui, en plus, ici, se lie au monde du spectacle pour accroître et pour renforcer la puissance de son message. Et à travers ça, on a la description d'un système qui manipule à la fois son public, mais également ses propres membres, où en fait chacun des intervenants se retrouve piégé dans le rôle qu'il doit tenir. Alors, tout ça n'est pas foncièrement original, c'est des thèmes qui ont déjà été abordés par d'autres. Ici, l'originalité, elle vient plus de ce qu'on découvre par la suite sur qui tire les ficelles de tout ça. Et puis surtout, le focus de Mirka Andolfo, ça reste tout du long son héroïne, Clélia. Clélia qui est pas juste la victime d'un système, et qui est pas forcément la blanche colombe qu'on pourrait croire, c'est quelqu'un qui a pris des décisions dans sa vie, et qui, aujourd'hui, porte une certaine culpabilité, ou en tout cas, une certaine responsabilité dans ce qu'elle est devenue. Clélia, c'est pas forcément un personnage qui est particulièrement attachant, ni auquel on peut aisément s'identifier, mais c'est un personnage dont il est intéressant de suivre le parcours, et qui est vraiment le point central de tout le récit. Tous les enjeux du récit et tout ce qui se passe en arrière-plan se concentrent sur elle. Elle est vraiment au centre des projecteurs, au sens propre comme au sens figuré. Et tout ça, ça donne un récit assez chouette, parfois un petit peu foutraque, avec des moments de comédie qui viennent contrebalancer des moments plus sombres, et on a même des séquences qui virent carrément vers l'horreur. Et puis alors il y a un point que j'ai pas encore abordé, mais c'est évidemment les planches de Mirka Andolfo. Et j'aime beaucoup à la fois son trait et son travail sur les couleurs. Il y a vraiment une cohérence graphique à tout ça. Alors c'est un trait qui emprunte pas mal au manga, mais on a une narration qui, il me semble, doit davantage aux comics. Alors là aussi, c'est des choses qu'on a vues par ailleurs, mais la somme de tout ça, je trouve que c'est ce qui donne une personnalité assez unique à ces planches. Et donc, tout ça, ça fait que Blasphemous... Alors, je vais pas crier au chef-d'œuvre non plus, ce serait quand même exagéré pour le coup, mais c'est une très chouette lecture. Il y a un côté enthousiasmant tout du long. Et c'est un récit que j'ai pris plaisir à lire de bout en bout. Blasphemous est donc sorti chez Glénat. L'album fait 160 pages au format 20 par 27 cm. La traduction est signée Marilou Le Songeur et son prix est de 19,50 €. On passe à présent chez Paquet pour la sortie du tome 33 d'Usagi Yojimbo de Stan Sakai. Alors, oui, celui-là, je ne l'avais pas vu venir.
Alors j'ai quand même dû faire une deuxième vidéo sur les sorties de janvier, tellement j'avais raté de choses dans mon planning des sorties. Eh ben, celui-ci, il y figurait pas, j'ai découvert sa sortie cette semaine. C'est donc le 33e tome, mais comme il est précisé en quatrième de couverture, je cite, c'est un récit complet qui peut être le point de départ idéal pour les nouveaux lecteurs qui veulent découvrir la série. Alors, en vrai, à peu près tous les volumes de la série peuvent servir de point de départ. C'est en règle générale soit un récit complet, soit une série de courts récits. Et ça fait maintenant 20 ans que les éditions Paquet publient la création de Stan Sakai, avec plus ou moins de régularité. Il y a dû se passer, je crois, 4 ans entre les tomes 30 et 31. Là, depuis, on est revenu à un rythme de un nouveau volume tous les 6-8 mois. Et pourvu que ça dure. Et donc, c'est publié en France comme un manga. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup plus de chances de le trouver au rayon manga que au rayon comics, puisque c'est un petit format et en noir et blanc. Et j'avoue que perso, ce format, il me va très bien. Alors, qu'on soit d'accord, les dessins de Stan Sakai, ils sont vraiment très chouettes. Mais c'est pas quelque chose que tu as besoin de lire en grand format pour pouvoir vraiment l'apprécier. Et sinon, de quoi il parle ce 33e tome ? Alors, il réunit en fait 7 numéros de la série qui étaient initialement parus chez Dark Horse en 2018. En fait, alors il s'agit de la mini-série The Hidden. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas le tout dernier récit à être paru chez Dark Horse, avant que la série soit reprise par IDW en 2019. Et d'ailleurs, ça pose la question de la suite de la série en France. Est-ce qu'on aura droit à ces épisodes parus chez IDW ? D'autant que, depuis, la série est repassée chez Dark Horse en 2023. Je sais pas, on verra. Mais bref, revenons à ce 33e tome, qui raconte une enquête policière menée par Usagi et son ami l'inspecteur Ishida. Il s'agit d'un double meurtre commis en pleine nuit, le meurtre de 2 samouraïs. Et comme si l'affaire n'était pas assez tendue comme ça, parce que 2 samouraïs assassinés, ça passe pas franchement inaperçu, mais en plus, les meurtriers vont tenter de commettre quelques meurtres de plus, histoire de faire disparaître tous les témoins potentiels. Et donc, Usagi et Ishida se retrouvent à la fois pourchassés par des tueurs et par leurs sbires. Ils sont aussi sous pression du supérieur de Ishida, qui veut que cette affaire soit réglée au plus vite. Et ils sont à la recherche d'un objet qui a été volé sur le corps d'un des samouraïs. Et le tout dans une ambiance de guerre de religion qui est en train de se préparer. Et alors oui, ici aussi, il est pas mal question de religion, mais pas du tout comme dans Blasphemous. Ici, on est plutôt dans une perspective historique, et il est pas mal question, en fait, de la secte des Kirishitan. Et les Kirishitan, en japonais, c'est les chrétiens qui tentent de s'implanter au Japon, et qui sont pas du tout vus d'un bon œil par les autorités. En fait, à ce moment-là de l'histoire, on est à une époque où les individus accusés d'être chrétiens, ils risquent carrément la mort. Ça vous donne un peu le contexte de cette histoire, qui est donc, en premier lieu, une enquête policière, et qui offre aussi pas mal de scènes d'action. Et donc, c'est un très chouette volume de la série. Ça se lit
vraiment d'une traite. Le côté hyper expressif des personnages, il fonctionne toujours aussi bien. Le côté dynamique de la narration aussi. Bref, c'est du tout bon. Usagi Yojimbo est donc disponible aux éditions Paquet. 176 pages en petit format 13 par 18 cm. La traduction est de Marie Debillier et il est au prix de 8 €. On passe maintenant au gros morceau de la semaine. Rien que l'objet en lui-même est quand même assez imposant et il est surtout vraiment, vraiment magnifique. C'est Anzuelo, écrit et dessiné par Emma Rios, chez 404 Graphiques. Alors, c'est un graphic novel qui est vraiment tout récent. Aux États-Unis, il est sorti chez Image Comics en fin d'année dernière, et il nous arrive donc déjà dans sa traduction française. Et donc, cette semaine, après Mirka Andolfo, on a une autre autrice à l'honneur, qui, elle aussi, réalise tout elle-même, et qui, elle aussi, est une artiste européenne, qui travaille pour des éditeurs américains. Emma Rios est espagnole, Mirka Andolfo est italienne. Mais après, au final, ça donne quand même deux œuvres vraiment très différentes. Quelques mots sur l'objet livre en lui-même. C'est du 404 graphique, donc c'est forcément magnifique. C'est un très grand format 21 par 32 cm, couverture toilée. Le papier est magnifique, au toucher c'est une merveille. Par contre, et c'est quand même inattendu chez 404 graphiques, il y a une couille sur une page. Si je vous la retrouve... Voilà, alors c'est ici. C'est la page de gauche. Je suis pas sûr qu'on s'en rende bien à l'écran. Mais, on a une planche qui est complètement pixelisée. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Visiblement, le fichier utilisé pour cette page, il n'était pas au bon format. Mais du coup, on a ce rendu pixelisé vraiment pas beau de la planche. Ça a échappé à la vigilance de l'équipe de 404. Alors, c'est l'unique page de l'album avec ce problème, mais bon, malheureusement, il fallait quand même que je le signale. Alors, l'histoire proprement dite. On va assister, en fait, dans les toutes premières pages, à une apocalypse, à un tsunami qui va recouvrir toutes les terres, et qui, en gros, va faire disparaître la civilisation humaine. Et puis très vite, en fait, on va voir ressurgir une poignée de survivants. D'abord 2, et puis 3. Et puis, au fil du récit, c'est toute une petite communauté comme ça qui va progressivement se constituer. Et puis, on va également assister à l'apparition de créatures inconnues, des créatures immenses qui surgissent des mers, que les personnages vont baptiser les chagrines, et qui vont interagir avec les survivants, mais toujours de manière distante. Et puis surtout, on va voir ces survivants, ces adolescents, ces jeunes adultes, on va les voir se transformer. On va voir leur corps se métamorphoser. On a un des personnages qui va voir son corps se dissoudre avant de se reconstituer plus tard. On en a une autre qui va se transformer en cormoran, qui plus tard va régurgiter son corps d'origine. Et on a le troisième qui lui va se découvrir des branchies qui vont lui permettre de respirer sous l'eau. Alors,
on n'a pas vraiment d'explication à ces métamorphoses, mais pas plus qu'on en aura au tsunami qui a submergé le monde ou à l'apparition des chagrines. Et Marios, elle est vraiment pas du tout dans l'explication, elle est plutôt là pour donner à voir la naissance d'un monde nouveau. Et au bout du compte, je sais pas ce que j'ai lu. Je sais ce que j'ai vu des planches assez magnifiques, entièrement réalisées à l'aquarelle, avec un travail sur les couleurs qui est vraiment splendide, qui est majoritairement dans les tons rouge et ocre, plutôt que dans les tons bleu ou vert comme on aurait pu s'attendre d'un récit où la mer est quand même omniprésente. Mais c'est magnifique et ça fonctionne très bien comme ça. Par contre, du point de vue de l'histoire, après une première lecture, je sais pas bien ce qu'Emarios nous raconte ici. Elle raconte la naissance d'un nouveau monde et d'une nouvelle humanité, ok, mais encore. Et franchement, je sais pas bien. On n'est pas du tout dans le post-apocalyptique, ou pas en tout cas dans le sens habituel du terme. On n'est pas vraiment dans l'utopie non plus. Alors, peut-être du point de vue de Demarios, peut-être qu'elle a décrit ici son utopie, mais clairement, c'est pas comme ça que je l'ai perçu. Et du coup, c'est une lecture qui m'a laissé un peu perdu. Je sais vraiment pas quoi en penser. Vraiment, c'est un livre que je vais avoir besoin de relire. Je vais devoir me replonger dedans pour arriver à en tirer quelque chose. Là, j'avoue que, encore une fois, malgré la beauté des planches, je suis resté en permanence en dehors du récit. Je suis resté à distance des personnages. J'arrive pas à percevoir leurs émotions, leurs envies, ce qui les motive. Tout ça, ça m'est vraiment très, très lointain. Alors, je peux pas dire que j'ai pas aimé. Graphiquement, encore une fois, c'est quand même une belle baffe. Je peux pas dire que j'ai aimé. Vraiment, Anzuelo, pour moi, pour l'instant, c'est un grand je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Anzuelo Demarios est sorti chez 404 Graphiques. 304 pages en très grand format, 21 par 32 cm. Traduction de Marie-Paul Noël, au prix de 28,90 €. C'est tout pour mes achats de la semaine, mais c'est loin d'être tout pour les sorties de la semaine. Commençons par e-Comics, qui publie Post Americana de Steve Skroce. Bon, alors, c'est un titre que j'ai en VO, déjà parce que c'est pas tout récent, c'est paru aux États-Unis en 2021 chez Image Comics. Et puis bon, dans tous les cas, e-Comics, en ce qui me concerne, c'est terminé, et donc, parlons plutôt de la VO. Je disais tout à l'heure, en parlant d'Anzuelo, que c'est pas vraiment du post-apo. Bon là, à l'inverse, c'est du pur post-apocalyptique, avec à peu près tous les stéréotypes du genre. On a les petites communautés qui survivent au milieu des ruines de l'ancien monde. On a les mutants qui se massacrent à longueur de page. On a les tribus cannibales. Vraiment, au bingo du post-apo, ça coche absolument toutes les cases. Alors, la civilisation telle qu'on la connaît, elle n'a pas totalement disparu. Elle s'est réfugiée à l'intérieur d'une montagne où elle survit, ma foi, dans un quand même certain confort. Et puis, quand le récit démarre, voilà, on a un espèce d'illuminé au pouvoir qui se dit que
ok, on a tout le confort disponible, mais est-ce qu'il serait pas temps de reprendre notre juste place dans le monde et d'éradiquer toute cette vermine qui grouille sur les ruines du passé? Sauf que, tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision, qu'il existe une forme de résistance au sein de cette société, et ça va être tout l'enjeu de ce récit. Pour les résistants, d'aller trouver de l'aide en dehors de cette forteresse, et puis pour les autorités locales, tout simplement de les en empêcher. Et on va donc traverser ce no man's land que sont devenus les États-Unis, entre les petits seigneurs locaux qui sèment la terreur dans leur voisinage, et les monstres mutants mangeurs d'hommes, y compris, quand même, voilà, spoiler alert, on a droit à des poulets mutants, mais des poulets mutants que t'as pas trop envie de croiser sur ton chemin. Et ça donne un récit ultra violent, mais ultra fun, qui, en même temps, tourne en dérision notre société, en mettant en scène ce qui en reste après l'apocalypse, mais toujours sous une forme dégénérée et outrancière. Et outrancier, c'est un qualificatif qui va bien au dessin de Steve Cross. Les bastons, les explosions, les jets de sang, tout est toujours outrancier chez lui, dans un style qui est assez proche de celui de Geoff Darrow, mais quand même voilà, sans atteindre sa perfection. Mais d'ailleurs, Steve Cross et Geoff Darrow, ils ont quand même pas mal de points en commun, à commencer par le fait d'avoir travaillé au cinéma, en particulier avec les Wachowski, notamment sur Matrix et ses suites, mais pas seulement. Alors ça fait quelques années que Steve Cross est revenu aux comics. Il y a eu We Stand on Guard, il y a eu Maestros, et puis récemment il a aussi fait son retour chez Marvel. Et à chaque fois c'est quand même un plaisir de le retrouver. Mais j'avoue que ce post-Americana, il est quand même particulièrement réussi. On sent que là, il s'est quand même vraiment lâché. Et le résultat est assez jouissif. Post-Americana est donc sorti en 2021 chez Image Comics. Pour ce qui est de la VF, je sais pas et je m'en fous. Parlons plutôt de Delcourt, éditeur autrement plus respectable, qui sort cette semaine Gone de Jock. Alors c'est d'ailleurs le deuxième titre paru aux États-Unis chez Distillery qu'on voit cette semaine, puisque c'était également le cas de Blasphemous. Alors c'est un bouquin que j'ai lu mais que j'ai pas aimé. Mais on va quand même en feuilleter les premières pages grâce au petit fascicule consacré au titre Distillery qu'a sorti Delcourt en collaboration avec Pulps. Alors, Gone, c'est de la science-fiction. C'est un monde futuriste dans lequel une majorité de la population vit dans la misère, pendant qu'on a une minorité qui profite de toute l'opulence rendue possible par les progrès de la science et de la technologie. Et dans cette histoire, on va suivre une gamine, Abby, qui va réussir à s'introduire à bord d'un vaisseau spatial et qui va vivre secrètement à son bord. Et c'est vraiment pas terrible. Bon, alors, de base, je suis pas le plus grand fan du dessin de Jock. Alors, il a évidemment un vrai talent, je remets pas du tout ça en question, mais il y a, je trouve, un côté très sec à son trait, qui m'a toujours rebuté. Mais, voilà, c'est surtout côté scénario que ça va pas du tout. Alors, passons sur l'aspect pas très original de l'univers qu'il décrit ici, mais en fait, c'est surtout... Ensuite, c'est l'enchaînement
du récit qui est vraiment écrit n'importe comment, et où Jock va te sortir des trucs de nulle part, juste parce qu'il en a besoin pour faire progresser son intrigue. Et vraiment, en ce qui me concerne, ça fonctionne pas du tout. Alors, tiens, tant qu'on est sur ce petit preview de Delcourt, on va regarder vite fait la suite du programme des titres provenant de chez Distillery. D'abord, en mars, on aura Spectrograph par James Tynion IV et Christian Ward. Alors, bon, Christian Ward, là non plus, je suis pas très fan de cet artiste. En revanche, James Tynion IV, même si j'aime pas tout ce qu'il a écrit, mais ça reste, de mon point de vue, le scénariste le plus intéressant de ces dernières années. Donc, Spectrograph, on devrait en reparler bientôt. Et puis ensuite, il y a une preview qui m'a vraiment bluffé. C'est la balade des frères Blood de Brian Azzarello et Eduardo Risso. Alors, Azzarello et Risso, on connaît, ne serait-ce que pour 100 Bullets. Après, ce qu'ils ont pu faire ensemble depuis, et je pense en particulier à Moonshine, c'est quelque chose que j'ai laissé tomber très vite. Et à vrai dire, Azzarello, c'est plus un scénariste dont j'attends grand-chose depuis quand même un bon moment. Mais là, par contre, j'ai été totalement bluffé par les quelques planches d'Eduardo Risso, dans un style totalement différent de celui qu'on lui connaît. Alors, si, quand tu regardes de près, au niveau du trait, tu reconnais quand même sa patte, mais par contre, voilà, au niveau des couleurs, c'est quand même très différent de son style habituel, où il utilise énormément les aplats noirs. Et là, là-dessus, vraiment, absolument rien à voir. Et je trouve le résultat sur ces quelques planches quand même assez splendide. Et puis, Eduardo Risso, c'est quand même plus un perdreau de l'année. Il a quand même aujourd'hui 65 ans. Et le voir comme ça, sortir de sa zone de confort pour se réinventer graphiquement, plutôt que de continuer de vivre sur ses acquis, du coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de suivre de plus près. Alors, bon, on aura le temps d'en reparler, puisque la VF ne sort que en juin prochain. Mais en tout cas, juste sur ces quelques planches, je suis hypé. Alors, je vais faire l'impasse sur les titres de la semaine chez Urban Comics. C'est les 6 Superman qui sortent en Urban Nomad. J'ai dit grosso modo ce que j'avais à en dire dans ma vidéo de janvier, y compris sur la hausse du prix de la collection. Si vous voulez en voir plus sur les 6 titres en question, je vous invite à aller jeter un œil sur la chaîne de Deviant Prod, qui a consacré une vidéo en fin de semaine. Ça devait être vendredi. Et du coup, on va plutôt terminer avec quelques titres sortis chez Panini. Et alors déjà, le premier truc, c'est la ressortie des Collins de J.H. Williams de Ford au prix de 20 balles, au lieu de 40 balles quand c'était sorti initialement en juin 2023. Alors, je vais pas revenir sur le bouquin, j'en avais parlé assez longuement au moment de sa sortie. Et en plus, il figurait aussi dans mon best-of de 2023. C'est un album que j'aime vraiment énormément. Alors, ne serait-ce que pour la partie graphique qui est quand même assez folle. Mais bon, à 20 balles, vu la qualité et le format de l'objet. Alors, je vais pas vous dire de sauter dessus. Bon, alors j'ai une règle sur la chaîne, c'est peut-être même la seule d'ailleurs, je pense, mais c'est de ne jamais vous dire d'acheter quoi que ce soit. Je vais vous conseiller de lire tel ou tel livre. Je vais vous parler de la qualité de tel ou tel bouquin. Ou au contraire, je vais vous dire que là, l'éditeur, il a bossé comme un cul. Et puis, je vais vous dire voilà ce que je pense du titre en question. Mais, par principe, je me refuse de vous dire d'acheter
tel ou tel titre. Mais bon, si il faut parler quand même pognon 30 secondes, Ecolens qui passe de 40 à 20 balles, évidemment que c'est quand même pas un truc à négliger. J'imagine que le prix de départ a pu quand même rebuter un paquet de lecteurs potentiels. Donc voilà, je vous informe que... Et surtout que du côté de Panini, c'est quand même le silence le plus complet. J'ai pas vu passer une info de leur part sur la ressortie du titre. Il figurait même pas dans la checklist de janvier. Et moi-même, j'ai failli passer à côté. Et je remercie au passage Edradis qui m'a envoyé un message hier. Sinon, j'en parlais pas. Donc, voilà, comme ça, vous êtes informés. Et pour Panini, si jamais ils veulent me rémunérer pour faire leur com à leur place, je prends les espèces, chèques, tickets resto, timbres fiscaux, c'est comme vous voulez, je suis très arrangeant. Je vais faire l'impasse sur les Star Wars de la semaine, c'est en dehors de mon champ de compétences. Je vais faire l'impasse aussi sur les intégrales, c'est les X-Men et Dazzler cette semaine. Et on va juste finir rapidement sur l'omnibus Daredevil par Ann Nocenti et John Romita Jr. Qui vient de sortir. C'est bien. C'est même très bien. C'est des épisodes que j'adore. Presque autant que ceux de Frank Miller. Et même plus pour certains d'entre eux. Mais... je trouve vraiment regrettable que Panini se limite à cette seule période et qu'il fasse l'impasse sur les premiers épisodes écrits par Ann Nocenti. Là, j'ai le premier Epic Collection qui reprend les débuts d'Ann Nocenti sur la série. Alors, l'omnibus, il commence ici. Il commence au numéro 250. Et Ann Nocenti, elle débute sur la série, ici, au numéro 236. Un épisode en plus qui est dessiné par Barry Windsor Smith. Et elle devient la scénariste régulière de la série, au numéro 238. Et ça fait donc 12 épisodes en tout qu'elle a écrit avant l'arrivée de John Romita Jr., des épisodes qui, en plus, n'ont jamais été publiés en France, à part le premier, celui donc dessiné par Windsor Smith, qui était sorti en France chez Comics USA à la fin des années 80. Et alors depuis, je suis à peu près certain que Panini l'a réédité, mais je sais pas où. Mais les suivants, par contre, à ma connaissance, aucun n'a jamais été traduit. Et donc, Panini avait la possibilité de les publier. C'est dispo donc en Epic Collection. Et puis surtout, je crois que c'est fin février, Marvel les ressort au format omnibus, justement. Un premier volume sur 2 volumes qui réuniront l'intégralité du travail de Ann Nocenti sur la série. Donc, Panini pouvait parfaitement publier ces épisodes et ils ont choisi de ne pas le faire. Et je trouve ça regrettable. Alors, on pourrait arguer que graphiquement, c'est moins bien que ce qu'a fait Romita Jr. sur la série. Ça se discute. Alors, c'est vrai que c'est assez inégal. En fait, pendant un an, la série, elle n'aura pas de dessinateur régulier. Mais on a des dessinateurs. Je recommence. Mais on a des artistes comme Rick Leonardi, comme Keith Giffen. On a Todd McFarlane qui réalise un numéro. Et Louis Williams qui lui est le seul à en dessiner plusieurs et qui fait plutôt du bon boulot. Un peu dans la veine de ce qu'avait fait David Mazzucchelli à ses débuts. Mais surtout, en fait, je trouve qu'il y a une vraie cohérence au travail d'Ann Nocenti sur la série. Alors,
on est d'accord, c'est moins maîtrisé dans les premiers épisodes. Mais alors, elle a vraiment très peu d'expérience dans le domaine quand elle reprend la série. Mais très vite, on va voir se dégager différents thèmes qu'elle va aborder pendant toute cette période. C'est par exemple les relations parentales, et en particulier les relations père-fils. Et puis c'est aussi très présent, c'est la peur de l'apocalypse nucléaire. Et puis on a aussi tout un casting de personnages, des personnages secondaires, mais ça forme tout un casting qui va progressivement se mettre en place et auquel Ann Nocenti va donner vie au fil des mois. Et du coup, faire l'impasse sur ces épisodes comme l'a fait Panini, je trouve que c'est irrespectueux par rapport au travail de Nocenti, mais c'est surtout ne pas comprendre à quel point l'ensemble de son travail sur la série forme un tout très cohérent. Et là, en fait, je parle des épisodes qui précèdent la période Romita Junior, mais c'est tout aussi vrai pour la période qui suit son départ, au moment où il sera remplacé par Lee Weeks. Alors, ça finira un jour par être publié en France, ne serait-ce que dans les intégrales. Mais dans les intégrales, là, on en est encore aux épisodes de 1976. Donc, au rythme d'une intégrale par an, ce ne sera pas avant 2045. Et pour la suite, on ne devrait pas être loin de 2050. Voilà. Et d'ailleurs, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. Mardi, ce sera la vidéo consacrée aux nouveautés de février chez Panini Comics. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.